Après la Corée du Sud, le président de la République, Alassane Ouattara, participe à la 9e édition du Forum pour le développement durable. L'événement se tient à Marrakech, au Maroc. Le chef de l'État fera une allocution sur les capitaux privés demain à la cérémonie d'ouverture. Une distinction pour le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne. Le chef du gouvernement dédie cette récompense à l'ensemble de son gouvernement. Au Nigeria, 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok par la secte Boko Haram, des manifestations ont eu lieu pour réclamer leur libération immédiate. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la 9e édition du Forum pour le développement durable qui se tient à Marrakech. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé cet après-midi dans cette ville marocaine pour prendre part à ce rendez-vous. Les participants à ce forum vont tenter de réfléchir à des voies et moyens en vue de trouver des financements innovants pour la transformation de l'Afrique. À la cérémonie d'ouverture prévue demain, le chef de l'État doit s'exprimer sur les capitaux privés. Viviane Haïm. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est le centre de réflexion chargé de réfléchir sur les politiques économiques de l'Afrique, tient pour la première fois son forum qui se déroule tous les 2 ans hors de son siège d'Addis-Abeba. Et c'est la ville de Marrakech au Maroc qui est choisie pour abriter ce 9e forum africain pour le développement. Invité du roi Mohamed VI pour prendre part à cette rencontre qui s'ouvre lundi et au cours de laquelle il fera une contribution très attendue sur le thème des capitaux privés dans la problématique du capital investissement en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche à Marrakech, accompagné de son épouse. Il a été accueilli à l'aéroport international Marrakech-Menara par le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ila Ben Kiran, et par une forte présence de ses compatriotes vivant au Maroc qui ont effectué le déplacement en car de toutes les grandes villes de ce pays, de Casablanca, de Rabat, de Fès, pour exprimer leur affection, leur soutien et leur grande joie de recevoir eux aussi leur président dans leur pays d'accueil. Effectuant sa première visite officielle au Maroc depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est réjoui de rendre à son tour visite au roi Mohamed VI dans son pays, après les 2 visites effectuées par le souverain chérifien en Côte d'Ivoire. L'objet principal de mon séjour, c'est de revoir Sa Majesté, qui nous a honorés de plusieurs visites en Côte d'Ivoire, cette année comme l'année dernière. Et donc je viens le saluer, lui présenter mes hommages, mes respects, toute ma considération et lui dire que le royaume chérifien est une terre qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé longtemps sur le Maroc quand j'étais au Fonds monétaire international et donc avec Sa Majesté qui a un rôle de leadership sur le continent actuellement avec tous les défis que nous avons, je pense que cette concertation me permettra d'aller encore plus en avant pour aider la sous-région ouest-africaine et le continent. En tout cas, je me réjouis de pouvoir rencontrer Sa Majesté. Madame la Première Dame est avec moi, puisqu'elle s'est liée d'amitié avec Madame la Princesse Leila Selma. Et donc, disons, c'est une visite particulière et je suis particulièrement heureux d'être là. Cette visite du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, va s'achever le 15 octobre. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était récemment aux Comores à l'invitation de son homologue. Au cours de son séjour, le chef du Parlement a assisté à l'ouverture de la 2e session parlementaire de ce pays. S'exprimant à la tribune, Guillaume Soro a prêché la coopération sud-sud. Léon Brou. Danse du terroir pour célébrer ceux des hommes qui font la fierté du peuple comorien, suivi d'honneurs militaires pour Guillaume Soro. Le chef du Parlement est honoré pour l'honneur qu'il fait à la République de l'Union des Comores en prenant part à l'ouverture de la 2e et dernière session parlementaire de ce pays, en plein océan Indien, entre le canal de la Mozambique et le Madagascar. Une session budgétaire mais placée sous le signe de l'intégration et de la coopération, selon Bourhana Midou, président de l'Assemblée de l'Union.
Sa vision est soutenue par les parlements malgaches et ivoiriens, dont le chef Guillaume Soro explique que c'est la condition pour assurer un avenir radieux à l'Afrique. De nombreux pays du Sud sont désormais aptes à contribuer à leur propre développement dans une perspective de partage. Réaffirmons notre attachement aux initiatives novatrices en matière de coopération Sud-Sud qui rendent possible le partage de la prospérité, le développement durable et la dignité pour tous. C'est cela ma conception du panafricanisme. Pour joindre l'acte à la parole, Guillaume Soro annonce la reprise des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Comores, notamment la coopération entre les parlements des deux pays. Elle va consister, entre autres, en des échanges d'expériences, une aubaine pour l'État comorien. Ça va nous apporter beaucoup de choses, parce que nous avons besoin d'une ouverture. Il faut des échanges parlementaires, voir comment on peut aider la jeunesse en matière de formation. Je m'attendais à ça et je suis très satisfait. Son intervention à l'ouverture de cette session parlementaire, Guillaume Soro en a aussi fait l'occasion d'enseignement sur le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et les efforts en cours pour l'émergence du pays. Bénéficiaires de ce cours magistral, le corps diplomatique, le peuple et les 33 députés comoriens. Direction Washington aux États-Unis où le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a été distingué. Il a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique subsaharienne. Le chef du gouvernement dédie cette distinction à l'ensemble du gouvernement ivoirien. Sylvie Touré. Il lui a fallu 2 ans pour convaincre. 2 années à la tête du gouvernement pour se distinguer et séduire l'équipe éditoriale de Emerging Markets, le magazine américain des marchés émergents. Daniel Cablon-Duncan figure sur la shortlist des lauréats 2014. Il a reçu le prix de meilleur ministre de l'économie et des finances d'Afrique subsaharienne. Un honneur que le Premier ministre refuse de savourer tout seul. Ce prix, c'est d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui revient ce prix. En ce sens que, comme vous le savez, il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et c'est conformément à ses indications que l'ensemble de l'équipe gouvernementale travaille. Donc ce prix va d'abord au président de la République. Je voudrais associer donc à ce prix les membres du gouvernement, parce que c'est l'équipe qui a travaillé. Une performance reconnue et saluée, mais ce n'est qu'une étape, assure Daniel Cablon-Duncan. Pour lui, le véritable challenge est de faire en sorte que cette croissance soit partagée de tous les Ivoiriens et qu'elle se ressente davantage dans les assiettes et dans le quotidien. C'est vraiment la grande étape, c'est celle de l'inclusivité. Ça a commencé quand même, parce que même si on n'a pas encore atteint le top, mais il faut quand même noter qu'il y a eu l'augmentation. Disons que du SMIC, qui est passé quand même de 36 000 à 60 000. Il y a eu le déblocage des salaires des fonctionnaires. Il y a eu une augmentation récente au niveau donc, du prix du cacao, qui est passé de 750 à 850. Il y a toutes les actions pro-pauvres qui augmentent à un rythme de 20% en moyenne par an. Donc on va vers l'inclusivité. Et ce projet de croissance inclusive connaîtra un coup d'accélérateur. Promesse de Daniel Cablon-Duncan, qui rejoint désormais la catégorie des meilleurs ministres de l'économie et des finances au monde. Je vous propose à présent de suivre des réactions, celles des proches collaborateurs du Premier ministre après sa distinction. Il s'agit notamment de la ministre chargée de l'économie et des finances Kaba Nialé et du ministre chargé du budget Abdourahmane Sissé. Ils sont au micro de Sylvie Touré. Nous avons participé à la cérémonie de remise du prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne, qui a été décerné à notre très cher Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Vous m'avez demandé de le résumer en 3 points. Je pense que c'est travail, travail et travail. Donc c'est une personne très compétente, qui est très méticuleuse et qui nous a permis les dernières années de pouvoir mettre en œuvre le programme décidé par le chef de l'État, qui nous a permis notamment d'avoir le taux de croissance que nous avons connu et bien entendu toutes les retombées économiques que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le bon travail qu'il fait pour mettre en musique toute l'équipe gouvernementale, pour faire en sorte que nos différentes contributions s'harmonisent, qui permettent de donner ce bon résultat. Et je pense que c'est un prix qu'il a amplement mérité et je voudrais l'en féliciter sincèrement.
Visite dans le Lodjibois, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était récemment à Lakota où il a pris part à la cérémonie d'ouverture du commissariat de cette ville, un poste de police réhabilité avec l'appui de la force onusienne en Côte d'Ivoire. La première pierre a été posée par le ministre Ahmed Bakayoko. Franck Wadiou. Lakota. À quelques 190 km d'Abidjan, la tranquillité de la cité mise à rude épreuve le vendredi 10 octobre, et cela pour 2 jours. La ville reçoit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une visite pour s'imprégner des réalités et des potentialités de Lakota en matière de développement. Ici, plusieurs chantiers après une sortie de crise durement vécue. Le premier, la sécurité. Un commissariat d'ailleurs pillé durant la crise post-électorale, un lointain souvenir désormais. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ONUCI, vient de procéder à la réhabilitation de l'outil visité par Ahmed Bakayoko qui pour l'occasion a offert 5 motos et du matériel informatique. Un commissariat et un deuxième pour bientôt. Ouvrage de la tutelle, la première pierre posée par le ministre d'État. Deuxième chantier, la santé. Le dispensaire d'Akabrebois, village de la commune, inauguré, une initiative de la municipalité financée à hauteur de 58 millions de francs CFA. Et plus tard dans la soirée, une visite de la grande place de Lakota, réhabilitée par la mairie. Une façon pour Sami Meri, premier responsable, de donner un visage à neuf à sa localité. Des efforts salués par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko encourage donc toutes les forces vives à s'engager dans la durée pour la réussite de la politique de décentralisation source d'émergence prônée par le chef de l'État. Les maires doivent être au service des populations, doivent apporter des solutions concrètes aux besoins prioritaires à côté de l'État. Ainsi, nous aurons une décentralisation qui est active et qui est un vrai complément, qui est une vraie prolongation de l'action de l'État. Une présence à Lakota mise à profit pour saluer la mémoire de l'icône de la musique ivoirienne François Louga, fils de la région, mais surtout une visite à Issia dans la matinée pour soutenir la famille et la population de cette cité dont le maire Ali Silla est décédé le 5 octobre dernier. L'administration publique de la sous-préfecture d'Ananda, dans la région de Lifou, a reçu des kits téléphoniques. Les bénéficiaires seront en grande partie les régions enclavées et privées des services de télécommunications de base, notamment le téléphone et l'Internet. Hugues Hervé-Bly. Un routeur, là un combiné téléphonique. La remise officielle des kits téléphoniques par le ministre de la Poste et des TIC, un soulagement pour le préfet de Pricro. C'est en effet la fin des difficultés de communication téléphonique dans les zones enclavées de Lifou. On peut communiquer partout, facilement. On peut même se déplacer avec l'appareil. Et vous voyez, vraiment, c'est une innovation de taille. Et nous remercions vraiment le président de la République. La technologie sans fil a été choisie pour équiper l'administration préfectorale, les centres de santé et les brigades de gendarmerie des localités anciennement enclavées des départements de Daoukro et Pricro. Son bon fonctionnement a été prouvé au cours du premier appel officiel. Il a été passé au président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédié, fils de la région de Lifou. Allô? 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 Excellence, Monsieur le Président. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à Ananda. Dans le sud, l'Agence nationale du service universel des télécommunications est chargée de déployer sur tout le territoire le réseau qui permettra d'offrir les services de télécommunications de base, téléphonie et Internet. Pour le gouvernement, il s'agit à terme de mettre ces services à la disposition de toute la population, celle notamment des zones enclavées. L'outil de télécommunication est essentiel pour la performance. Que ce soit pour le privé ou pour le public, nous n'avons plus de choix à faire, nous n'avons plus d'option. Il s'agit d'une obligation pour nos États, obligation que nos gouvernements qui incarnent ces États doivent mettre en œuvre.
Le gouvernement ivoirien qui a officiellement lancé dans la sous-préfecture d'Ananda la remise de kits téléphoniques à l'administration publique vise à terme l'équipement de près de 5000 localités jusque-là enclavées. En défense, suivons à présent des manœuvres militaires avec la participation des forces navales françaises basées au Sénégal. Ces manœuvres militaires ont été effectuées dans le cadre des accords de défense et de sécurité. Hamza Diaby. Après les opérations militaires maritimes conjointes du 29 septembre au 3 octobre dernier sur les plans d'eau d'Aboisseau, de Noanon, d'Afouéno et les frontières maritimes avec le Ghana, les forces navales de Côte d'Ivoire et celles de la France basées au Sénégal ont poursuivi ce jeudi leurs manœuvres nautiques dans le cadre de l'action de l'État en mer. Le patrouilleur L'Émergence, suivi des embarcations commando de 12 mètres semi-rigides, 3 UFR 930 et 3 RIB ont été utilisés par une équipe de navigateurs et commandos français, une équipe de fusiliers commando ivoiriens, une équipe plongeurs démineurs protecteurs et spécialisés en intervention rapide en haute mer pour mettre à exécution un scénario d'arraisonnement et de fouille de pirates. Il s'agissait d'arraisonner une embarcation jugée suspecte et procéder à une fouille systématique de tout l'équipage. Cette opération d'arraisonnement est faite par une équipe de forces spéciales issue de la compagnie fusilier commando de la Marine nationale. Pour l'amiral Jakari Diakonaté, désormais, rien ne sera comme avant. Et le message, il le lance aux narcotrafiquants, aux acteurs des pêches illicites, aux pirates et autres grands bandits et opérant dans les eaux de la Côte d'Ivoire. En attendant l'arrivée très prochaine d'un autre navire, le patrouilleur, l'Émergence et les autres engins militaires nautiques restent omniprésents en mer et en lagune pour mettre à exécution les charges de la Marine nationale, à savoir la défense et la sécurisation des eaux nationales. Lancement officiel de la campagne nationale de désarmement communautaire. Il a été fait récemment à Guiglo par des responsables de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Cette campagne vise à convaincre ceux qui détiennent de façon illégale des armes à les déposer et à les rendre aux autorités compétentes. Cette opération de sensibilisation bénéficie du soutien des partenaires tels que l'ONUCI et la Commission de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Abou Sanougou. Le premier adjoint au maire de la commune de Guiglo, remettant un couteau au directeur général de l'ADDR. Geste suivi par Cécile Ba en guise d'adhésion à la campagne nationale de désarmement communautaire. Il s'agit à travers cette opération d'inviter les communautés à convaincre leurs enfants sur la nécessité de déposer les armes. À cette occasion, Fidel Sarasoro, directeur général de l'ADDR, a invité les différentes communautés des départements de Guiglo, Diokwe, Bleu-Lequin et Toulepleu à convaincre ceux qui ont des armes chez eux encore à les rendre, mais aussi à déposer celles qu'elles détiennent en commun. Il a souligné que le désarmement communautaire est un contrat de confiance entre l'ADDR, ses partenaires et les populations. Dès que vous nous donnez vos armes, nous allons réaliser une action de développement pour votre communauté. Plus la quantité d'armes déposées est grande, plus notre contribution sera forte. On pourra vous aider à refaire ou agrandir l'école ou le centre de santé, à construire un puits, à réparer une pompe ou à acheter un moulin pour les femmes ou à refaire une piste rurale. Le préfet de région de Guiglo a exhorté les populations à soutenir l'opération afin de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte par conséquent à marquer votre totale adhésion aux différentes activités entreprises par les deux entités afin que la région du Cavali soit débarrassée pour toujours des violences intercommunautaires, des viols, des braquages. Les populations, quant à elles, s'engagent à aider l'ADDR et ses partenaires à réussir l'opération. Je rends mon âme pour la sécurité de mes enfants et pour la paix. Nous allons redoubler d'efforts pour qu'il y ait encore plus d'armes à déposer. Il n'y aura même pas un couteau qui a combattu ici dans la région. Déjà 250 armes, 30 grenades, 100 obus de mortier et des milliers de munitions ont été collectés par l'ADDR et ses partenaires, la Comnat ALPC, l'ONUCI et l'UNMAS. La campagne se poursuit dans le Cavali et le Guemont jusqu'au 21 octobre. Un deuxième cas d'Ebola a été signalé aujourd'hui au Texas. Il s'agit d'une soignante qui s'est occupée du premier cas aux États-Unis, décédée depuis.
La journée mondiale de la vue a été célébrée aujourd'hui. Elle a pour thème l'appel à l'action, plus de cas de cécité évités. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a organisé une journée de sensibilisation dans le cadre du programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'incocercose. Koné Pargasoro. Appel à l'action. Plus de cas de cécité évitables. C'est le thème cette année de la journée mondiale de la vue. Une journée célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Divo qui a abrité la célébration officielle de cette journée. Pour Dr Miezan Enyakou, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, cette journée vise à éveiller les consciences individuelles et collectives sur les réalités liées à la question de malvoyance. Un nouveau plan stratégique 2013-2016 a été rédigé. Il vise à promouvoir la santé oculaire afin de réduire la prévalence de la cécité et de la malvoyance en Côte d'Ivoire. La cécité et la malvoyance constituent des véritables problèmes de santé publique du fait de leur ampleur. Une situation inquiétante qui nécessite une prise en charge des pathologies oculaires communautaires, indique Dr Miezan Enyakou. À Divo, sur 430 personnes consultées gratuitement, 63 ont été opérées de la cataracte. Je souffrais de la cataracte. L'œil ne voyait pas, je voyais la lumière sous forme d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je viens d'être opéré, j'ai retrouvé ma vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 180 millions de personnes ont une déficience visuelle, dont 37 millions d'aveugles. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 1,5% le taux de prévalence de la cécité, soit environ 300 000 aveugles dont la première cause reste la cataracte. En politique, le GRACU-ADO a organisé hier une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Les temps forts de cette journée avec Awa Cissé et Léon Brou. Le GRACU-ADO, le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara, plus que jamais déterminé à mener son combat pour une Côte d'Ivoire unie autour du chef de l'État. Première activité après l'appel de Daoukro, ce meeting de Koumassi place Inch'Allah, une occasion pour les responsables de ce mouvement de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son frère aîné Henri Konan Bédié, auteur de l'appel de Daoukro. Appel qui, selon toujours ses responsables du GRACU-ADO, est le gage de réconciliation, de paix et de développement. C'est demander à tous les Ivoiriens de s'approprier l'appel de Daoukro. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire sort de guerre avec plus de 3 000 morts, des dégâts matériels importants, des dégâts humains. Il n'est plus question que nous retournons à cette guerre-là. Il faut faire en sorte que les prochaines élections soient des élections apaisées. Autour d'un homme, à moins de 4 ans, a fait ce que d'autres n'ont pas pu faire en 10 ans. À ce message du GRACU-ADO, des réactions positives. Si aujourd'hui le président Henri Konan Bédié ne veut pas engager une bataille avec son frère Alassane Ouattara, c'est une bonne chose. Parce que si le PDCI se présente et que le RDS se présente, vous voyez que encore les deux géants de la Côte d'Ivoire vont s'affronter. Nous sommes vraiment contentes de cette journée-là. Parce que le président Bédié, c'est un exemple à suivre. Alors nous voulons faire comme le président, le suivre, le soutenir. On lui remercie pour tout ce qu'il fait et puis on le souhaite chance, bonheur. Pour inviter la jeunesse à adhérer à l'appel de Daoukro, Albert Flendé, conseiller du président de la République, rassure sur l'effectivité du programme d'emploi jeune. Jeunes de Côte d'Ivoire, le président vous a promis 1 million d'emplois, n'est-ce pas? Le président est en train de préparer un programme qui va insérer tous les jeunes qui ont une formation en Côte d'Ivoire. Cette journée d'hommage précède la messe d'action de grâce du GRACU-ADO en reconnaissance au chef de l'État et au président du directoire du RHDP, Henri Konan Bédié. D'autres activités sont prévues sur le reste du territoire ivoirien. La délégation départementale du PDCI d'Adiaké a lancé une campagne d'information et d'explication de l'appel de Daoukro. Les populations de ce département, toutes tendances politiques confondues, ont été informées sur le bien fondé de ce choix politique du président du PDCI RDA, Hamza Diaby.
Après l'appel, place maintenant à la mobilisation. Le 17 septembre dernier, Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, demandait à ses partisans de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ce samedi, la délégation départementale d'Adiaké relaie l'appel, mais surtout l'explique aux populations. C'est assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Pour le président Bédié, il faut aboutir à un parti unifié PDCI-RDR, étant entendu que ces deux partis sauraient établir entre eux l'alternance dès 2020. L'appel compris, la réaction ne s'est pas fait attendre. 1. Affirmons notre adhésion à l'appel historique de Daoukro. 2. Adressons nos félicitations et notre admiration au visionnaire, au président Henri Konan Bédié, véritable homme d'État, homme de grande sagesse et d'expérience. 3. Nous engageons à porter cet appel partout où besoin sera, et notamment à la convention d'investiture pour faire aboutir le projet de candidature unique de Alassane Ouattara. Le président Bédié, en tant que président du PDCI-RDA, est un organe central dont la mission est d'inspirer et de conduire l'action du parti. Donc c'est à lui de savoir quelles sont les décisions à préparer, à annoncer, pour l'intérêt bien sûr de notre parti, mais également pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ici, à Adiaké, membres du bureau politique du PDCI-RDA ou simples partisans, tous voient en cet appel de Daoukro un nouvel espoir pour la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes s'est faite en septembre dernier et depuis lors, des actions continuent d'être menées pour assurer une bonne année aux élèves. Ceux de la ville de Yamoussoukro viennent de recevoir des kits scolaires, nous disent Christelle Nda et Ami Sissoko. L'éducation et la santé sont deux axes prioritaires de la politique de développement de proximité du conseil municipal de Yamoussoukro. Il a démarré une vaste campagne d'appui à la scolarisation en vue de soutenir des quartiers et villages communaux. Ce sont au total des salles de classe, des tables-bancs, des kits scolaires et des bureaux pour enseignants qui ont été offerts par le maire au village Djamalo, premier bénéficiaire. Vous accueillez les enfants à partir de 5 ans qui savent parler à peine leur langue maternelle et vous en faites des spécialistes de la langue de Molière. Vous êtes méritants. L'une de nos préoccupations essentielles, c'est de construire des écoles dans chaque village, dans chaque quartier de la commune de Yamoussoukro. Il faut que dans chaque village de la commune de Yamoussoukro, il y ait une école primaire, une école maternelle, afin que l'héritage que le président nous a laissé en nous disant 100% de scolarisation, afin que cet héritage-là soit entretenu. L'école régionale la plus grande et ancienne a également reçu la visite du conseil municipal. Pour compléter l'existant, le maire a construit 4 salles de classe pour l'école maternelle, 3 pour le primaire, des bureaux de maîtres et des tables-bancs. L'objectif à terme de cette campagne, doter chaque village d'un groupe scolaire avec logement de maîtres. L'actualité à l'étranger nous conduit au Nigeria où 180 jours après l'enlèvement des jeunes filles de Chibok par la secte islamiste Boko Haram, des manifestations ont eu lieu pour réclamer leur libération immédiate. De baisser les bras, les familles des jeunes filles enlevées à Chibok dans le nord-est du Nigeria restent mobilisées et continuent de réclamer la libération des lycéennes. Plus de 200 filles âgées de 13 à 20 ans sont depuis 6 mois aux mains des islamistes de Boko Haram. Désemparées par l'inaction du gouvernement, les mères crient leur détresse. Si j'avais les clés pour trouver l'endroit où elles sont kidnappées, j'irais les chercher. Parce que ça fait 180 jours et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est leur retour. Alors nous demandons, nous supplions, nous implorons pour que tout soit fait, pour que les filles reviennent. Malgré une forte mobilisation internationale juste après l'enlèvement, aucune nouvelle des jeunes filles.
Le comité de soutien nigérian ne s'essouffle pas. Il affiche haut et fort sa détermination, son espoir. Nous sommes convaincus que les filles de Chibok peuvent encore être sauvées. Malgré la situation actuelle dans laquelle elles se trouvent, à cause du traumatisme qu'elles ont vécu. Où sont les jeunes filles otages? Que deviennent-elles? Ont-elles été vraiment vendues comme esclaves? Ces questions taraudent depuis 180 jours maintenant les familles et restent malheureusement sans réponse. Et c'est ainsi que s'achève ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.